Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, nous nous demandons comment le droit prend en considération les besoins des entreprises et des salariés. Aujourd'hui, chapitre 4, l'environnement juridique du salarié. Nous observerons d'abord le droit négocié, puis l'application des normes issues de ce droit et enfin le développement professionnel continu des salariés. Le droit négocié est le droit qui est établi par la confrontation des positions de deux types d'acteurs, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Il crée des règles complémentaires au Code du travail afin de s'adapter aux réalités professionnelles des acteurs de la négociation. Ces conventions ou accords collectifs sont conclus entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, à la condition que ces syndicats soient reconnus comme étant représentatifs. Il leur faut apporter la preuve de leur représentativité selon des critères d'effectif, d'indépendance, de niveau de cotisation, d'expérience, d'activité et d'ancienneté. Et puis de l'autre côté, des syndicats patronaux, aussi appelés organisations patronales, qui vont représenter les intérêts de leurs membres lors des négociations. L'État est aussi un acteur important de cette négociation car il se doit d'organiser et de faciliter ce dialogue social. Le principe de la négociation collective est d'ouvrir un temps de dialogue encadré entre les différents acteurs du monde professionnel. Il s'agit notamment d'un moment d'expression des salariés qui participent ainsi à l'organisation de leur travail. La négociation collective permet la défense et l'amélioration des droits des salariés, tout en tenant compte des contraintes présentées par le patronat. Cela permet d'éviter la naissance des conflits collectifs ou, s'ils sont déjà apparus, de les régler. Observons maintenant l'application des normes issues du droit négocié. Lors d'une négociation collective, le droit distingue la convention collective, qui porte sur l'ensemble des conditions de travail, et l'accord collectif, qui ne porte que sur certains de ces sujets. Il existe 3 niveaux de négociation des accords et conventions. Le niveau interprofessionnel, qui concerne l'ensemble des professions ou plusieurs branches sur le territoire national. Le niveau de branche, qui concerne l'ensemble d'une profession sur le territoire national. Le niveau d'entreprise ou d'établissement, qui concerne les salariés d'une entreprise. Historiquement, en matière de droit négocié, c'est le principe de faveur qui s'applique lorsque deux règles contradictoires entrent en conflit. Cela signifie que lorsque la négociation a créé une règle plus favorable aux salariés que ce que propose le droit du travail, c'est le droit négocié qui s'applique. Cependant, depuis les lois de 2004 et les ordonnances de 2017, ce principe est remis en cause par des exceptions de plus en plus importantes. De plus, il faut savoir que les accords de branche ne s'appliquent que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise. Pour terminer, voyons ensemble le développement professionnel continu des salariés. La formation professionnelle est une obligation de l'employeur. Il doit participer à son financement, permettre le développement des compétences de ses salariés et leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Ainsi, un entretien professionnel, tous les 2 ans, est obligatoire pour envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, ainsi que les formations qui peuvent y contribuer. Il existe plusieurs possibilités pour partir en formation. On distingue les outils de formation à l'initiative des salariés de ceux à l'initiative des employeurs. À l'initiative des salariés, on a par exemple le compte personnel de formation, ou CPF. Il est alimenté en euros, de l'ordre de 500 € par an, plafonné à 5 000 €, et permet à chaque salarié de financer des formations. Les droits restent acquis, même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Le CPF Projet de transition professionnelle, l'ancien CIF, est plus spécifiquement destiné aux salariés qui souhaitent changer de métier en postulant pour une formation longue à faire valider par une commission. Le bilan de compétences permet de faire l'analyse des compétences, aptitudes et motivations d'un salarié, lui permettant de développer son projet professionnel. Il peut être financé par le biais d'un CPF. Et enfin, la validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui permet l'obtention d'un diplôme par reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans le domaine du diplôme. Et puis de l'autre côté, à l'initiative de l'employeur, on trouve le plan de développement des compétences. Il encadre l'ensemble des formations prévues par l'employeur pour remplir ses obligations de formation vis-à-vis de ses salariés. Ces formations doivent permettre le maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ou lui permettre de développer ses compétences. Les formations prévues dans ce plan peuvent être effectuées en interne ou en externe par des organismes de formation. Il n'est pas obligatoire, mais il permet à l'employeur de planifier la manière dont il va remplir ses obligations en matière de formation. En résumé, vous devez retenir
les syndicats de salariés et les organisations patronales, les conventions et les accords collectifs, les 3 niveaux de négociation, interprofessionnels, branches et entreprises, le principe de faveur, le CPF, le bilan de compétences et la VAE, et le plan de développement des compétences. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous traiterons de la gestion des compétences des salariés. Bonne révision à tous et à bientôt.